C'est certainement l'événement africain le plus regardé, puisqu'il est suivi par plus d'1 milliard de personnes, d'abord en Afrique et à travers la planète tout entière. L'unique rendez-vous qui unit tout le continent autour d'une passion. Depuis 1957, il se joue tous les 2 ans. Et puis patatras, sans crier gare, alors que l'on s'apprêtait à célébrer dans la ferveur habituelle cette grande messe du football, le président de la CAF, la Confédération africaine de football, le Sud-Africain Patrice Motsepe, a jeté un pavé dans la mare. La Coupe d'Afrique des Nations, la CAN, se disputera tous les 4 ans désormais, et non plus tous les 2 ans à partir de 2028. Une décision qui, selon lui, a pour objectif d'harmoniser le calendrier mondial du football. Un changement de calendrier compensé par la création d'une nouvelle compétition annuelle inspirée par la Ligue des Nations de l'UEFA, adaptée au continent africain, qui débutera en 2029. En gros, comme le faisait remarquer Joseph-Antoine Bell, l'ancien gardien de but des Lions indomptables, plusieurs fois vainqueur de cette CAN, c'est comme passer d'une messe par semaine à une messe par mois. Une décision qui évidemment suscite la plus grande colère de la majorité des Africains et pas que des passionnés du football qui voient dans cette mesure la main du président de la FIFA, Gianni Infantino, qui sacrifie le football africain à l'autel des intérêts des clubs européens. Patrice Motsepe serait simplement la marionnette du patron du football mondial. Pas question pour une majorité de laisser passer cette mesure prise sans consulter les autres qui relèguent un peu plus le football africain au second plan. Qu'est-ce qui peut réellement expliquer cette décision de Patrice Motsepe? Quels sont les avantages et les inconvénients de cette décision? C'est le sujet de Parlons Vrai aujourd'hui qui réunit sur ce plateau et en ligne plusieurs personnalités. D'abord, Patrick Mboma, ancienne gloire des Lions indomptables et ancien professionnel du Paris Saint-Germain. Il est aujourd'hui consultant de la chaîne togolaise New World Sport. Patrick est en visio de Rabat au Maroc. Bonjour Patrick. Bonjour Alain. Second invité de ce plateau, dans ce studio parisien d'Avromédia, Philippe Doucet, consultant Canal+, que vous connaissez. Philippe connaît très bien le football africain. Bonjour Philippe. Bonjour Alain. Merci d'être là. Merci. En visio, en direct de Kinshasa, Constant Omari, ancien membre du conseil de la FIFA, ancien premier vice-président de la CAF, ancien président de la Fédération congolaise de football africain, la FECOFA. Bonjour Constant Omari. Bonjour Alain. Alors pour composer ce plateau, j'ai eu le plus grand mal à avoir le hockey des concernés, tant les joueurs que les dirigeants du football africain. Beaucoup préfèrent exprimer leur opinion en off et refusent d'en parler tout à fait officiellement. Il règne comme un climat de terreur autour de cette question. J'exagère lorsque je dis cela, Constant Omari. Comment expliquez-vous cette frilosité de la part des passionnés du football et des responsables du football africain? Je salue aussi en passant Philippe. Mais je pense que la raison est très simple. Aujourd'hui, Gianni a mis la main basse sur l'Afrique. Gianni Infantino. Gianni Infantino a mis la main basse sur l'Afrique. Comme il n'y a plus d'opinion contraire à la sienne, il peut se permettre tout. Et comme du côté de l'Afrique, on s'occupe du tout, sauf réellement le football, on est plus dans la politique aujourd'hui que réellement dans le développement du football. Et les gens font fi de l'histoire parce que ils auraient mieux fait d'examiner l'histoire de nos compétitions africaines pour savoir comment sommes-nous arrivés à 2 années. Et on va y arriver, Constant Omari. Mais j'ai envie de comprendre, qu'est-ce qui fait peur aux gens? Pourquoi les gens ont peur de parler de cela? Écoutez, Gianni a une guillotine sur tout le monde aujourd'hui en Afrique. Il y a une guillotine suspendue. Vous parlez, on vous décapite. Vous parlez, on vous décapite. Quand on reçoit la chronologie et les têtes qu'il a fait tomber, les gens aujourd'hui ne savent plus s'assumer, il n'y a plus de leadership, il n'y a plus d'indépendance d'esprit. Tout le monde y va pour son intérêt personnel, mais pas pour l'intérêt du football africain. Ce qui justifie cela. Et puis, en face, même le président de la CAF, il ne réagit pas. Observez maintenant la composition du comité exécutif de la CAF. Et vous verrez qu'il y a très peu qui peuvent parler, qui ne peuvent plus parler. Et il a des dossiers sur chacun. Quand vous dites qu'il a des dossiers sur chacun, vous parlez de qui? Vous parlez de Patrice Motsepe ou bien de Gianni Infantino? Mais Gianni Infantino, premièrement, commençons par Motsepe. Motsepe est là par la seule volonté de qui? La volonté de Gianni, qui a demandé à ce qu'il y ait une réunion à Rabat et qui a demandé aux autres candidats de retirer leur candidature, qui a influencé certains chefs d'État africains
pour qu'ils puissent ordonner à leurs représentants de retirer leur candidature. C'est Gianni. Donc, à partir de ce moment-là, qui influence les élections à la CAF aujourd'hui, au sein même du comité exécutif, au sein du conseil de la FIFA? C'est Gianni. Et c'est ce qui fait que tout le monde a peur. Et comme individuellement les gens ont peur de Gianni, personne n'ose parler. Mais je suis un peu, je pose la question, puisque je suis pas très spécialiste, même si j'ai suivi ça ces dernières années de près. On est quand même un peu surpris quand on entend ça et qu'on connaît la personnalité, par exemple, du président de la Fédération marocaine de football, Fawzi. Bon, écoutez, le cas du Maroc et Fawzi est différent. Ils ont une Coupe du Monde organisée. Ils ont une Coupe du Monde organisée, ça signifie qu'ils ne peuvent pas s'opposer ouvertement à Gianni. C'est ça la réalité. Ils ne peuvent pas s'opposer directement à Gianni parce qu'ils ont une Coupe du Monde organisée. Ils ont obtenu difficilement. Et à partir de ce moment-là, je pense qu'ils essaient de ménager effectivement le plan de la FIFA pour éviter justement de servir des détonateurs d'une révolte au niveau africain. Alors, avant qu'on entre dans le vif du sujet, puisque c'est ça le vif du sujet, on a vu une CAN marocaine se terminer un peu de façon un peu, on va dire, pas très agréable. Mais globalement, comment peut-on juger, on va dire, l'organisation de cette CAN au Maroc 2025, Philippe Doucet? C'est le paradoxe, c'est-à-dire qu'au moment où on va passer à la CAN à 4 ans, finalement, on aurait eu franchement de quoi être très satisfait des 2 dernières CAN d'ailleurs, parce que celle en Côte d'Ivoire a été bien organisée, très satisfaisante également et très passionnante. Celle au Maroc a été moins passionnante sur le plan sportif parce qu'il y a eu beaucoup moins de surprises, il y a eu beaucoup moins d'éléments de surprise. Par contre, la qualité du jeu était là. Il y a eu beaucoup d'équipes de qualité qui se préparaient très bien parce que terrain d'entraînement, stade de très bonne qualité. Donc cette CAN a été assez remarquable à divers points de vue et l'organisation tenait franchement la route. Et puis, malheureusement, à la 97e minute, on a vu ce qu'on a vu, c'est-à-dire une fin en eau de boudin, une sorte de fiasco final qui malheureusement nous a rappelé des mauvais épisodes qui peuvent arriver dans le football africain. C'est dommageable parce que je pense que cette image restera malheureusement. Et je sais que dans les esprits extérieurs, ceux qui regardent pas la CAN en détail, ils ne retiendront que ça, ce qui est évidemment dommage. Quoi, l'équipe du Sénégal qui quitte le stade, ou bien le penalty qui est sifflé, ou bien le but qui est refusé? Peut-être un peu de... Non, je pense que les incidents d'arbitrage, honnêtement... je veux dire, à part que la Guinée équatoriale, Tunisie, où là on est dans le scandale absolu, et là peut-être que effectivement ça avait pu marquer, mais bon, c'est quelque chose qui arrive dans les compétitions. Par contre, ce qui a été très perturbant dans cette CAN, c'est que quand je dis ça a été une très bonne CAN qui s'est très bien passée, à part les réseaux sociaux qui ont donné une image complètement différentes, qui ont donné une image, une impression que tout était acheté, que tout était combine, tout était arnaque, mais là on a etc. senti l'opposition entre le Maroc et l'Algérie sur ce coup-là, qui était terrible sur les réseaux sociaux. Et pas seulement, on voit qu'il y a des armées numériques, qu'il y a et une volonté de mettre du conflit un peu partout, ce qui veut dire que la politique n'est pas seulement au niveau de Gianni, et comme le décrivait Constant tout à l'heure, la politique elle est aussi dans les réseaux sociaux, parce qu'on sent qu'il y a des armées numériques derrière, il y a un vrai travail de déstabilisation qui finalement donc a contribué à donner une image troublée de cette CAN, alors que franchement sur le terrain on a vécu une excellente CAN. C'est un paradoxe. Avec des très beaux stades et pas seulement, vraiment une ambiance, des Marocains qui ont fait de la diplomatie sportive leur spécialité, et qui ont fait tous les efforts possibles pour que tout le monde se sente bien, tout le monde était dans des super hôtels. Mais on a eu l'impression que c'était pas vraiment ça lorsqu'on a vu l'équipe du Sénégal arriver dans des circonstances qui étaient ubuesques pour la finale, où ils ont été assaillis par la population. On ne peut pas dire que ce soit ça qu'on attendait de voir. Oui, il y a eu un défaut d'organisation parce que les Marocains ont sans doute sous-estimé. Ils avaient reçu des tas d'équipes tout au long du tournoi. Il n'y avait pas eu ça. Pourquoi il n'y avait pas eu ça? Parce que personne n'avait eu l'imprudence de dire on arrive à 18h23 à la gare de Rabat-Agdal. C'est ce qu'ont fait les Sénégalais. Ils ont annoncé qu'ils arrivaient à cette heure-là. Évidemment, les supporters sénégalais se sont précipités. La plupart des gens qui étaient là, c'était des supporters sénégalais. Alors ça n'excuse pas le désordre parce que les Marocains, effectivement, là-dessus ont été en faute. Ils ont failli, ils se sont pas rendus compte, je pense, tout simplement. Mais en faire un scandale, bon,
Voilà, et c'était surtout des supporters sénégalais, et donc il n'y avait pas de risque pour l'équipe sénégalaise dans cet épisode effectivement un peu malvenu à ce moment-là. C'était un mauvais épisode. Patrick Mboma, vous qui étiez sur place également et qui y vivez, quelle note donneriez-vous à l'organisation de cette CAN au Maroc? 8,5 sur 10, je donnerais à l'organisation. D'abord parce que la perfection n'étant pas de ce monde, je ne monterai jamais à 10, quelle que soit la nation. Ensuite, pourquoi pas un 9? Parce que, outre tout ce que Philippe Doucet a décrit, il y a eu des manquements, des erreurs qui ont été commises au niveau du flux des supporters, au niveau du flux des journalistes. Nous étions dans des considérations où parfois on ne nous laissait pas passer alors qu'on avait un macaron des accréditations, et parfois sans cela on nous laissait passer parce qu'on était insistant. On disait, regardez, vous avez Patrick Mboma, vous allez commettre un impair, et on entrait là où on ne devait pas entrer. Je pense que les Marocains doivent encore apprendre à ce niveau-là. Et puis, dernière chose, il y avait aussi des problèmes avec le paiement, même si je n'en étais pas des places, et l'attribution, voire le transfert des tickets de stade. Donc ça, ce sont des choses où le Maroc a parfois failli, et il aura l'opportunité, grâce aux compétitions qu'il organise, de progresser, parce que, on l'a dit tout à l'heure, il y a la Coupe du Monde à organiser, mais il y a surtout à aller chercher l'octroi de la finale de cette Coupe du Monde, ce qui changerait pas mal quand on connaît les données politiques et économiques d'une telle réalité. Alors, Patrick, je vais aller dans le détail rapidement, mais c'est vraiment en passant. Penalty ou pas penalty pour cette finale? Penalty pour le Maroc, penalty. Oui. Penalty? Penalty sur Brahim. Je pense qu'il y a une faute qui est commise. Alors, Brahim Diaz joue bien le jeu. De toute façon, il sait qu'il n'est pas conquérant dans les airs et dans la surface de réparation. Dès le moment où il se sent à peine touché, il en profite pour augmenter la faute, mais c'est pas parce qu'on a augmenté la faute qu'il n'y a pas faute au départ. Je pense qu'il y a penalty pour le Maroc. Et but du Sénégal ou pas but? Pas but parce que l'arbitre a sifflé. Donc, dès le moment où l'arbitre siffle, derrière, ce qui se passe n'importe que peu. L'erreur que fait l'arbitre, c'est de siffler vite, parce que j'estime qu'il n'y a pas faute sur Hakimi. Mais une fois qu'il siffle, c'est Hakimi qui commet la faute. C'est plutôt Hakimi qui commet la faute, et derrière, on dit qu'il a subi une faute. Malheureusement, le coup de sifflet arrive 2 secondes trop tôt, et ça ne permet pas l'exécution, l'assistance de la VAR dans ce cas-là. Donc, on a tous été surpris par ça dans le stade. J'imagine qu'il y a des millions de téléspectateurs qui n'ont pas compris la scène. Jusqu'à ce jour, oui. Oui. La vérité, c'est qu'on ne peut pas, à ce moment-là, avoir recours à la VAR. Parce que c'est sifflé avant. Il aurait pu y avoir but, mais il n'y a pas de but parce que le coup de sifflet a été donné 2 secondes trop tôt. Je termine là sur cet épisode avec Constant Omari, qui donne une note et qui nous dit un peu qu'est-ce que vous avez pensé de l'arbitrage en gros là-bas. D'abord, je voudrais confirmer ce que Philippe a dit et même Patrick. Vous savez, le Maroc a une culture sur l'organisation de grands événements. C'est une culture assez ancienne de ce pays-là. Et je sais que c'est un pays qui tient beaucoup à l'organisation de grandes manifestations qui n'avaient qu'à avoir tout fait été organisé. Je pense qu'au-delà de ce qui a été dit sur le plateau, je pense que c'est l'influence des réseaux sociaux a beaucoup joué pour essayer de dénaturer. Et pourtant, moi, je n'étais pas sur place. J'ai suivi des matchs. C'était de très beaux matchs. J'ai suivi des compatriotes qui étaient sur place, qui m'ont dit que c'était bien organisé. Je connais la culture hospitalière de ce peuple. Je pense que c'était globalement bien. Bien sûr que, Philippe l'a dit, avec les amis algériens, tout ça là, c'était le bâchis, n'est-ce pas? Alors, l'arbitrage,
à partir, j'ai toujours dit, Blatter disait à l'époque, parce que Blatter était toujours contre la VAR. Il faut rappeler que Blatter, c'est l'ancien président de la FIFA. De la FIFA. Il ne voulait pas la VAR. Il disait, il faut laisser l'erreur relative à l'arbitre. C'est l'erreur qui fait la beauté du match. Comprenez? Bon, c'est un point de vue. À partir du moment où on a instauré la VAR, il y a un élément, l'arbitre peut commettre une erreur, ou l'arbitre peut ne pas avoir vu une faute, c'est la VAR qui le rappelle. Donc, à partir du moment où il y a cette complémentarité entre la VAR et l'arbitrage, il devient difficile de dire que la chose n'a pas été correcte. C'est qui est vrai. J'ai appris, par ceux qui étaient là, qu'il y a eu sifflet avant le but annulé du Sénégal, et qu'il y a eu une faute de Brahimi sur Brahimi. Donc, le deux est tout à fait correct. La note, je dirais que, au-delà de la finale, je serai autour de 8,5 sur 10. Parce que la réalité, c'est que le gros a été joué et tout le monde était content. Nonobstant les petites erreurs vers la fin de ce match-là. Mais cela ne peut pas tenir complètement l'image de toute la compétition. Bien. Alors, revenons au principal sujet qui nous préoccupe dans ce magazine, c'est la CAN tous les 4 ans. Philippe Doucet, est-ce qu'on peut justifier cette décision de repousser à 4 ans, tous les 4 ans, la CAN? C'est quelque chose qu'on redoute en fait depuis longtemps. Alain, il faut reconnaître que ça fait longtemps qu'il y a une pression, une petite musique dans ce sens-là, en disant mais attention, toutes les compétitions, y compris la Copa América, qui elle-même était tous les 2 ans aussi pendant longtemps, et elle-même est passée à tous les 4 ans, etc. Donc cette petite musique, on l'entend depuis longtemps, elle était réclamée par les clubs, j'allais dire les clubs européens. C'est pas tellement les clubs européens qui le formulent. C'est plus à travers l'UEFA ou la FIFA qu'on relaie cette pensée que tous les 4 ans ce serait déjà bien, parce que la CAN étant très souvent en hiver, elle pose un problème de calendrier, vous vous en doutez, pour les clubs européens. Bon, je crois que fonctionnellement, réellement, c'est 2017. Je crois que c'est dès 2017 où Gianni, fort de l'influence qui lui avait permis de faire changer la gouvernance de la CAF et d'éjecter Issa Hayatou dans les conditions qu'on connaît, c'est à ce moment-là que Gianni a commencé à parler. Alors je me trompe peut-être, c'est peut-être 1 an plus tard ou 2 ans plus tard, mais pas beaucoup plus, où Gianni a commencé à dire, dites-moi, la CAN, on pourrait la faire tous les 4 ans. Et pourquoi ça arrange le football mondial. Mais pas le football africain. Ah ben bien sûr que non. C'est contraire. C'est contraire à l'intérêt du football africain. On sait pourquoi l'Afrique faisait cette CAN tous les 2 ans, pour équiper un maximum de pays au fur et à mesure, régulièrement travailler les infrastructures. Et puis disons les choses, pour la CAF, c'est la rentrée financière. Donc c'est la rentrée financière qui permet de financer le football africain, c'est la CAN et pas les autres. Vous savez que quand on signe la CAN, les droits télé par exemple, on signe la CAN, avec le contrat de la CAN, on a toutes les autres compétitions. Et la CAF, intelligemment, oblige les chaînes qui signent la CAN à dire ah ben vous ferez aussi la CAN féminine, vous serez aussi la CAN U20, la CAN U17, etc. À minima de au moins demi-finale, finale. Enfin, je sais plus exactement quel est le contrat exactement, mais c'est dire que c'est vital pour le football africain que la CAN soit régulièrement et donc tous les 2 ans était un très bon rythme d'un point de vue financier. Et donc là, on a une incertitude supplémentaire pour la CAF, qui déjà financièrement, là, la CAN au Maroc va améliorer les choses, c'est une chose, mais qui a déjà perdu beaucoup. Oui, qui marche sur une jambe, quoi. Qui a un peu de mal financièrement. Et là, tous les 4 ans, c'est l'autre interrogation qu'on peut avoir, au-delà du fait que, pour le développement du football africain, c'est une très très mauvaise nouvelle, à l'évidence. Constant Omari, vous qui avez été à la tête de cette CAF pendant quelque temps, qui étiez pendant longtemps au sein de l'équipe dirigeante de la CAF, pour vous, qu'est-ce qui peut expliquer cette décision de Gianni Infantino, puisque finalement, tout le monde ici s'accorde pour dire que ça vient de Gianni Infantino et plus pas de Motsepe, le président de la CAF. Qu'est-ce qui peut expliquer cette décision? D'abord, pour la petite histoire, je confirme, c'est au séminaire du Maroc que Gianni avait, lors de son point de presse devant tous les présidents des fédérations africaines, avait avancé sans nous avoir informé au niveau du comité exécutif l'idée de passer de 2 ans à 4 ans de la CAF, de la Coupe d'Afrique des Nations.
Et après, nous nous sommes retrouvés au comité d'exécutif. Il était dans la salle d'ailleurs. Il a avancé l'idée. Nous avions dit que nous allons nous-mêmes réfléchir. Nous avons même créé une commission pour réfléchir là-dessus, qui m'a été confiée comme président. Et juste après son départ, nous avons estimé que ce n'était pas nécessaire pour nous. Ce n'était pas nécessaire. Mais on a laissé cette idée-là. Il faut d'abord savoir quelles sont les causes lointaines qui l'ont amené à ça. Gianni était en conflit ouvert avec l'UEFA. Conflit ouvert. L'Union européenne de football. De football Primo, parce que Gianni n'arrivait pas à contrôler l'UEFA. Gianni n'arrivait pas, malgré la promesse qu'il avait faite, de pouvoir satisfaire aux obligations, aux exigences de G14, le groupement des 14 meilleures équipes européennes. Et sans oublier qu'il y avait une influence de Juventus, son ami Agnelli, la famille Agnelli, sur lui. Et donc, il devait nécessairement, pour résoudre son problème, il y avait une deuxième difficulté, avoir donné le secrétaire général de la FIFA à une femme de surcroît africaine, ce qui ne plaisait pas aux Européens parce qu'ils estimaient que de coutume, le secrétaire général de la FIFA revenait aux Européens. Et donc, il était en conflit. Et pour résoudre ce conflit, il devait récupérer la CAF et en fonction de cela, se faire élire. Parce que jusqu'aux élections, les avant-dernières élections, Gianni n'est pas nommé de cet État avec l'UEFA. Il se fait élire. Maintenant, en se faisant élire... Il se fait élire essentiellement par les Africains, si je comprends bien. Voilà, il se fait élire par les Africains et les Latino-Américains. OK? Maintenant, une fois élu, il doit résoudre le problème qui l'oppose à l'UEFA. Il fait partie de Fatma. Il donne à Mathias, le secrétaire général. Il fait partie de Fatma, qui était la secrétaire générale de la FIFA, l'africaine, oui. Et il fait venir Mathias, son ami, qui est européen. Donc, il remet le siège du secrétaire général à lui, aux Européens. Et deuxièmement, il doit résoudre le problème des clubs européens pour se mettre en phase. Tout simplement parce que les gens ne le savent pas. Il y a des élections prochaines, soit c'est 2027 ou 2028, et ils visent d'aller au-delà de 2028. Beaucoup de gens ne savent pas ça. Gianni veut aller jusqu'au-delà de 2028. Donc, pour lui, il voit 2032 pour quitter la FIFA. Et donc, il faut résoudre son conflit avec ces gens-là. Qu'est-ce qu'il fait? Après avoir fait partir les Fatma et ainsi de suite, il limite le délai de mise à disposition des joueurs africains pour la CAN. Premier coup. Il faut préciser cette question de limiter la présence des joueurs africains. Au lieu de 14 jours de libération avant la compétition de la phase finale, il la limite à une semaine, à 7 jours. 7 jours. Et donc, là, il diminue. Et d'ailleurs, vous verrez qu'il y a une incidence par rapport à la présence de beaucoup de joueurs dans le premier match de la compétition. Et là-dedans, il satisfait aux desiderata des clubs européens. Désormais, les joueurs africains n'ont plus que 7 jours pour rejoindre leur formation nationale, pas plus. L'équipe nationale. Et donc, avec ces faits, vous constatez que le football africain ne lui dit absolument rien. Outre que quand il doit trôner pour pouvoir obtenir les voix. Pouvoir conquérir le pouvoir, là, il a besoin d'Africains. Mais pour l'incidence, comme en face de lui, il avait affaire à du tapis rouge qui était déroulé devant lui, il s'est saisi de cela pour imposer ce passage de 2 ans à 4 ans. Je ne voudrais plus revenir. Je sais que Philippe a bien développé les conséquences de cela, mais malheureusement, contrairement à notre position lors du séminaire duquel nous avons refusé, cette fois-ci, ça n'a pas été refusé. Et si vous observez, Mouchepe a donné l'information avant même que l'Assemblée générale ne soit informée de la CAN. Oui, c'est ce qui a été clair. C'est-à-dire, il a pris cette décision tout seul, en gros. Voilà. Et donc, quand vous posez la question à certains collègues qui sont restés comme tel ici, ils vous disent qu'ils n'étaient pas informés. C'est une décision qui a été prise et il annonce comme ça. Mais elle n'est pas attaquable, une décision comme celle-là qui est prise sans l'accord de l'Assemblée générale? Normalement, il pouvait dire qu'écoutez,
on prend une décision, on attend la prochaine session de l'Assemblée générale pour l'en informer. Mais dans l'entretemps, il y avait une Assemblée générale au Caire. Donc, il devait nécessairement présenter, expliquer à l'Assemblée générale les motivations, parce que l'impact de ces décisions, c'est entre autres quoi? Le champ est parti. On vous dit c'est la Ligue des Nations. Mais la Ligue des Nations, quels sont les critères de participation de la Ligue des Nations? Cette Ligue des Nations offre-t-elle la possibilité aux joueurs évoluant dans le championnat africain de pouvoir émerger? Absolument. De se servir comme plateforme de visibilité? Non, parce que ce sont les mêmes. Donc, ça sera toujours la forte dominance des joueurs binationaux ou des joueurs évoluants. Il faut préciser ce que c'était la CHAN. La CHAN qui disparaît, c'était la CAN au niveau des joueurs évoluant sur le continent. Voilà. Or là, maintenant, à la supprimant, mais c'est la primauté de ceux qui évoluent en Europe. Je reviens à vous dans un instant, Constant Omari, pour donner la parole à Patrick Mboma. Patrick, vous qui avez participé à différentes CAN, qui connaissez bien cet environnement, est-ce qu'il y a des avantages à passer à 4 ans aujourd'hui? C'est une bonne question. Moi, j'aurais préféré répondre aux inconvénients. Allons d'abord aux inconvénients, et puis on va arriver aux avantages. Non, mais je veux dire par là que j'ai cherché les avantages et je ne les ai pas trouvés. Si ce n'est que on pourra toujours dire que ce qui est rare coûte cher. Ce qui est rare peut vouloir dire que pour être un diffuseur, pour être un sponsor de la CAN, ça peut coûter plus cher. Ça pourrait coûter plus cher. Tous les 4 ans. Mais quid des formations, des nations qui ont la possibilité de participer à plus de CAN quand il y a plus de CAN à jouer. Je prends l'exemple je peux pas dire du Togo, par exemple. Le Togo, même s'il a fait une Coupe du Monde, on sait très bien que le Togo n'a pas des grandes facilités pour se qualifier pour la CAN. Quand elle est tous les 2 ans, il n'apparaît pas. Le Libéria, quand elle est tous les 2 ans, il n'apparaît que peu. Il y a beaucoup de nations comme ça qui ont besoin de cette compétition pour grandir, mais aussi pour... Ça veut dire d'un coup que si on passe à 4 ans, il leur faudra 8 à 12 ans pour pouvoir participer à une CAN. C'est bien là le problème. C'est bien le problème. Donc, quels sont les enjeux économiques pour eux? Je pense qu'ils sont terribles. On a aussi d'autres nations qui sont des nations beaucoup plus importantes. Le Ghana a gagné 4 CAN, mais le Ghana n'est pas à la CAN. Bon, là, on se dit, c'est pas grave, on patiente 2 ans. Mais là, il faut patienter 4 ans. Il faut patienter 8 ans. 8 ans. 8 ans. Le côté économique, je ne parle pas simplement de la participation, ça devient du sport. Si on n'est pas assez fort, si on n'a pas gagné sur le terrain le droit de participer à la CAN, eh ben, on ne participe pas à la CAN. C'est pareil pour la Coupe du Monde. Si on n'est pas assez fort, tant pis. Mais là, il y a des nations qui ne demandent qu'à grandir, qui travaillent bien. Je pense à Tanzanie, par exemple. C'est un cas. Ça peut être le Kenya. C'est des nations qui font de véritables efforts et qui vont voir ces efforts découragés par la non-participation à la CAN, parce que malheureusement, on a décidé d'espacer cette compétition. Et puis, je pourrais parler dans les inconvénients des raisons purement liées au cœur. Moi, j'ai besoin de cette grand-messe tous les 2 ans pour m'amuser, pour vanter les mérites de notre continent. Et puis il y a des choses qui vont se passer. Comment vous allez expliquer au niveau statistique que quelqu'un un jour va dépasser Samuel Eto'o et ses 18 buts en jouant la CAN tous les 4 ans? Tant mieux pour Samuel Eto'o, et je suis content pour lui. De toute façon, même tous les 2 ans, ça restera un record difficile à battre, puisque le record de l'Europoku n'a pas été battu, si ce n'est par Samuel Eto'o. Donc là, trouvez-moi le joueur qui, en 3 éditions maximum, réussira à battre ce record. Ce n'est qu'un exemple, mais c'est pour vous dire que, amoureux du jeu que je suis, amoureux de cette compétition, j'ai du mal à comprendre
les bienfaits d'une telle décision. Alors, j'ai posé la question même à ceux qui ne veulent pas s'exprimer et qui sont proches de Gianni Infantino. Personne n'a voulu se mouiller. Personne ne m'a donné un argument qui tenait la route. Est-ce que, de fait, on ne tue pas un peu la CAN, là? Et la CAF avec? Mais on joue avec la CAN, on joue avec le football africain. Et je pense que une des explications, elle est très simple, elle est très politique. À partir du moment où l'Afrique offre, c'est le seul continent qui fait cette ineptie, c'est-à-dire offrir ses 54 voix à Monsieur Infantino. J'ai jamais vu ça. Surréaliste. Je n'ai jamais vu dans aucune élection un continent aussi unanime. En Europe, par exemple, il y a des gens qui votent Infantino et puis des gens qui votent contre. Le syndrome de Stockholm. Voilà. Alors l'UEFA est toujours en bisbille un peu avec Infantino. C'est des bisbilles financières. Hein, et il faut expliquer un peu comment ça marche. Mais donc de temps en temps, il y a des Européens qui votent, mais jamais l'Europe va voter. 55. Mais comment l'expliquer? Jamais l'Europe va voter 55 voix contre Infantino. Non, il y a une répartition, etc. En Afrique, la première question que vous avez posée au débat, c'est pourquoi il y a personne qui s'oppose. Ben ça marche comme ça en Afrique. C'est-à-dire qu'il y a une CAF qui dit bon ben c'est comme ça. C'est régi par, ça vient de Infantino, c'est relayé par Motsepe. On sait que l'EGJA, etc., fait partie de la garde rapprochée, etc. Et il faut obéir. l'EGJA qui est le président de la Fédération marocaine de football. Si vous n'obéissez pas, attention, il va y avoir des conséquences. On va y avoir des conséquences. Et on sait qu'en Afrique, la paranoïa est très proche. C'est-à-dire qu'on se dit, oh là là, si j'obéis pas, est-ce que l'arbitre va pas siffler 3 pénaltys contre moi au prochain match? Est-ce que je vais pouvoir Mais là, vous mettez le doigt sur quelque chose d'assez grave, parce que là, vous confirmez le fait que ces arbitres peuvent être à la botte de quelqu'un. Peuvent être instrumentalisés, mais bien évidemment, évidemment. Alors moi, je suis pas sur la thèse complotiste du le Maroc était prêt à tout pour gagner. Je suis persuadé que ça s'est joué très différemment. Par contre, la mentalité, elle est là. C'est-à-dire que la crainte de cela, elle est là, elle est dans les cerveaux. On a bien vu dans l'attitude des Sénégalais, qui est quand même tout à fait anormale et inhabituelle aussi. Le Sénégal n'a jamais fait ça avant. Jamais. Donc, s'ils ont jamais fait ça, c'est bien qu'il y avait une espèce de il y avait une ambiance. Une espèce d'ambiance, de petite musique qui indiquait que c'était dans ce sens-là et que les arbitres faisaient exprès, etc. Moi, je suis pas du tout dans ce complot-là. Je ne pense pas que c'était ça. Par contre, oui, je sais que les arbitres qui sont faibles dans le football africain, les arbitres ont une position de faiblesse. Ils sont en état de dépendance et de faiblesse pour plein de raisons économiques, etc. Et politiques. On agit beaucoup sur l'arbitrage au niveau de la CAF. Et du coup, un arbitre a du mal à siffler contre le Maroc. Il a du mal à siffler contre l'Égypte. Il a du mal à siffler contre l'Algérie ou va avoir du mal. Mais pareil contre s'il y a Sénégal-Soudan, il va avoir du mal à siffler contre le Sénégal en faveur du Soudan. Vous savez, franchement, il y a une espèce d'ambiance générale qui fait que l'arbitre est gêné aux entournures. Et cette ambiance, elle est pas sportive. C'est ça le problème que ça pose. C'est qu'au niveau sportif, on s'y retrouve pas. Le sport n'est pas la priorité de la CAF, on le sait bien. Ça se voit. Les règlements sont bâclés, les règlements sont bâclés, c'est pas précis, ou volontairement pas précis, parce que ça permet à la commission de discipline de faire comme elle veut, un peu, bon, on s'arrange selon le pays, si c'est le Maroc, si c'est le Soudan, bah c'est pas pareil que si c'est l'Éthiopie, on le sent ça. Et ça, c'est gênant. Et ça alimente évidemment tous les grands complotistes qui s'imaginent que l'arbitre, de toute façon, voulait faire gagner le Maroc et puis point barre. Ce qui, à mon avis, n'était même pas vrai. Si ça existe déjà, c'est qu'on n'a même plus d'éléments pour dire que c'est faux. Patrick Mboma, quand on regarde ça, on n'entend pas les footballeurs parler. On n'entend pas les concernés parler. Comment expliquer ça? Je n'ai pas beaucoup entendu les professionnels et ceux qui sont en Afrique s'insurger contre ce qu'on leur inflige aujourd'hui. Est-ce que on a réellement donné la parole est-ce qu'ils ne peuvent pas la prendre? C'est pas des enfants. Pour dire les choses. Moi, j'ai aucun mal à dire que ça ne me va pas, et je pense que si je vais serrer demain la main aux dirigeants africains ou de la FIFA, ils ne me voudront pas de donner mon avis. Je ne suis pas là pour tirer à boulet rouge face à tous les dirigeants. Je parle d'une décision qui ne me va pas. Je ne sais pas si tous les footballeurs ont été interrogés jusqu'à ce qu'ils aient pu
réellement donné leur voix, mais j'ai discuté avec beaucoup de monde, dont des footballeurs, et j'ai pas trouvé beaucoup qui savaient accepter cette décision. J'ai un dirigeant de la CAF qui m'a expliqué que c'était une bonne décision, en me disant que d'un point de vue du cœur, comme je le disais tout à l'heure, il était favorable à jouer tous les 2 ans, mais que d'un point de vue économique, c'était mieux comme ça. Et quand j'ai demandé de m'expliquer pourquoi, je n'ai pas compris sa réponse. Et pourtant... Constant Omari, je pose la même question. Qu'est-ce qui explique le silence assourdissant des footballeurs africains face à quelque chose qui leur fait mal? Surtout les professionnels. Bon, voilà. Je pense que je vais heurter un peu mon ami et jeune frère Patrick. La parole ne se donne pas, elle se prend. Et devant une telle flagrance, il fallait réagir. Deuxièmement, apparemment, les footballeurs africains se sont dispersés. Il n'y a plus ce que je peux appeler un véritable syndicat, un assemblage où les joueurs africains peuvent se retrouver et émettre des avis. Troisièmement, mais n'oubliez pas une chose, Gianni a divisé le footballeur africain. Et Patrick ne va pas me contredire. Il y a un groupe aujourd'hui de football africains qui sont là pour Alléluia FIFA, pour professer la bonne nouvelle de la FIFA, la bonne nouvelle de Gianni. Comprenez? Et n'oubliez jamais une chose. Gianni a toujours été complexé pour n'avoir pas joué au football comme Michel Platini. Ce qui fait qu'il s'entoure toujours des anciens joueurs. Et généralement, ce sont des Africains. Et quelques anciens joueurs de ses amis, mais généralement, ce sont des Africains. Et ceux-là, ils sont miséreux, ils ne peuvent plus parler. Ils ne peuvent plus parler. Observez, si c'est quelqu'un d'autre qui pouvait prendre cette décision, tu allais suivre comment certains joueurs africains allaient monter au créneau. Mais comme c'est venu de Gianni, alléluia, amen, tout le monde se tue. Parce qu'il contrôle tout. En fait, je ne sais pas si Patrick peut me contredire. Il contrôle les organisations des anciens joueurs. Quand il organise des cérémonies régulièrement, des compétitions, des choses pareilles, il les sélectionne et ainsi de suite. Mais Gianni, c'est quelqu'un de très intelligent dans sa vie. Il contrôle tout. Et donc, la preuve, c'est qu'aucun joueur, de grand nom, ne s'est prononcé. Patrick le dit, je viens de le suivre. Mais personne n'a pris la parole pour monter au créneau pour dire on n'est pas d'accord avec cela. C'est ça le problème. Et donc, Patrick, il ne faut pas attendre qu'on vous donne la parole. Il faut la prendre parce que le débat est sur la table. Le débat, il est africain. Mais est-ce qu'ils ne craignent pas, pour ceux qui sont encore en activité, des représailles de leur club, par exemple? Vous imaginez le footballeur qui est au Manchester United ou à Arsenal ou au Milan AC, qui prend la parole pour dire non. Est-ce qu'il n'y a pas de représailles possibles? Alain, moi je voudrais vous expliquer un point qui est important sur la fameuse thèse, ce sont les clubs européens qui. Aujourd'hui, ce qui explique bien davantage le passage à 4 ans, c'est que Monsieur Infantino, il veut le business des clubs européens. En créant sa Coupe du Monde des clubs, il a voulu faire quoi? Piquer une partie du business du foot de club européen qui appartient à l'UEFA. Je vous rappelle que sa Coupe du Monde, elle lui rapporte à peu près 5 milliards d'euros. Et une édition de la Champions League européenne, c'est aussi 5 milliards d'euros, mais multiplié par 4 sur 4 ans. Et donc Gianni, une de ses obsessions, il était secrétaire général de l'UEFA avant. Donc il sait très bien quel est le business est-ce que le business des clubs pourrait lui apporter. Et donc quand on dit les clubs européens font pression sur les joueurs, alors, ça arrive ponctuellement, il y a des clubs qui font pression et c'est évidemment très dommageable. Mais le plus important, c'est Gianni et la FIFA qui veut prendre une place et au point de
placer à tout prix cette Coupe du Monde des clubs, qui du coup d'ailleurs a piqué la date du Maroc entre parenthèses, de la CAN 2025 au Maroc. Pourquoi la CAF ne donnait pas la date de sa CAN? On se disait mais qu'est-ce qu'ils font? Enfin, qu'est-ce qu'ils attendent pour donner? Ils attendaient que Infantino leur donne le feu vert. Et quand Infantino a dit ah non, finalement je fais ma Coupe du Monde des clubs, ah bon on va la faire l'hiver. Et pendant ce temps-là, l'UEFA a pris les dates en janvier, et donc la CAN, il a fallu la faire décembre-janvier et non plus janvier-février. Enfin, vous voyez l'enchaînement. J'ajoute un autre point. C'est quand même Infantino qui a dit la Coupe arabe devient la Coupe arabe de la FIFA, ce qui est une ineptie géographique hallucinante. Jamais je n'avais imaginé que quelqu'un à la FIFA donnerait son nom à une compétition qui n'appartient pas au continent, au continent. C'est-à-dire, d'habitude, c'est toujours continental. Et là, la FIFA donne son no-ball, et c'est très bien à cela. Mais là, c'est carrément... Et elle va servir à quoi, cette Coupe arabe? Vous imaginez déjà le potentiel économique avec des pays comme le Qatar, comme l'Arabie Saoudite et autres qui peuvent la financer à très haut niveau et qui peut devenir directement une concurrence pour la CAN. Une véritable concurrence. Moi, ce que je crains à terme, c'est non seulement elle est plus tous les 2 ans la CAN, mais imaginez que demain elle soit un peu rapprochée de la Coupe arabe. Imaginez que le Maroc ou l'Algérie ou la Tunisie, peu importe, se disent mais finalement dans 6 mois j'ai la Coupe arabe. Est-ce que c'est pas cette compétition est plus importante financièrement et autres que finalement la CAN, parce que la CAN se dispute dans un pays qui m'agrée pas, parce que c'est au Kenya, ça m'arrange pas, j'aime pas aller là-bas. Enfin bon, on entend le genre de choses qu'on entend souvent, petite musique qu'on entend souvent dans le nord de l'Afrique. Imaginez qu'ils se disent bon finalement moi j'envoie mon équipe B à la CAN pour voir un peu s'il y a quelques joueurs qui peuvent se distinguer, et c'est comme ça je travaillerai mon groupe en vue de la Coupe arabe. C'est des choses qui peuvent arriver, et ça c'est le monde de Gianni Infantino qui a créé ça, cette direction de la FIFA. Mais là quand on qui est en train de tuer la CAN. Quand on écoute quand même, on se dit on est dans une dictature féroce de la part de Gianni Infantino. Comment est-ce possible que Patrice Motsepe soit finalement devenu son instrument quand on vous écoute, Constant Omari? Et est-ce qu'il n'existe pas un contrepoids au sein de la CAF? D'abord, je voudrais confirmer ce que Philippe disait tout à l'heure concernant le portefeuille marketing et financier des clubs européens. Je le confirme. À l'époque, je crois avoir assisté à une séance au cours de laquelle Gianni, c'était sa préoccupation. Comment récupérer les finances de l'UEFA? Comment réduire l'influence de l'UEFA à travers la Ligue des Champions? Ce qui justifiait la création de plusieurs clubs et compétitions, et qui justifiait que l'UEFA puisse compléter son calendrier avec l'Europa League et ainsi de suite, tout ça là. Ça, je confirme. Maintenant, la dictature de Gianni s'est installée progressivement. Progressivement, en faisant partie tout ce qu'il appelait entre guillemets des révolutionnaires, c'est-à-dire ceux qui n'épousaient pas ses idées. Et nous tous, nous sommes partis, et ainsi de suite, et tout ça là. Troisièmement, le Maroc a la capacité de dire non à Gianni. Mais il se fait qu'il tait le Maroc à travers une Coupe du Monde. À travers cet événement, le Maroc est muselé, il ne peut pas s'opposer à Gianni. Et en dehors du Maroc, je ne vois pas. Je ne vois pas qui peut s'opposer à Gianni. Motsepe qui pouvait servir de parvent, vous justifiez. C'est ce truc-là, il est arrivé là-bas comment? Et donc, lui, il sait ce que j'avais dit à l'époque sur le plateau de Canal+, il y a un créateur, il a créé, et tant que le créateur est encore là, il est au service du créateur. Il ne peut pas aller au-delà de cela. Alors certains disent que c'est parce qu'il lorgne sur le fauteuil présidentiel en Afrique du Sud et que, bon, pour l'instant, celui qui peut lui servir de rampe de lancement, c'est Gianni Infantino. C'est juste une rumeur? Nous sommes informés, semble-t-il, qu'il estime que sa position actuelle lui permet des contacts avec les différents chefs d'État, ça lui permet des contacts avec l'au-delà de l'Afrique, tout ça là, et que, à l'instant T, si son beau-frère, l'actuel chef d'État sud-africain, décoché, il va prendre le parti, et à partir du parti, il va prendre le pays. Il va prendre le pays. Il y avait quelques amitiés avec Donald Trump, ça peut aider. Puisque Gianni Infantino, à ses yeux, représente un peu le contact avec l'homme le plus puissant du moment.
Voilà. Et donc, quand vous voyez maintenant dans cette mouvance, comment est-ce que Gianni a politisé la gestion du football au point même d'énerver l'UEFA, et vous comprendrez qu'il a toujours dans sa malaise, dans certains déplacements, Mouchepe. Et là, mais est-ce qu'il n'y a personne pour contrecarrer ce pouvoir absolu de Motsepe qui annonce, par exemple, cette CAN tous les 4 ans et il ne se passe rien derrière? De qui? Il faut se poser la question, qui va contredire? Mais ça veut dire que la CAF est mal conçue, quoi. C'est mal conçu, la CAF, si le président peut décider ce qu'il veut. Moi, je voulais poser une question à Constant Marie. J'ai parlé avec quelques présidents de fédérations qui se sont étonnés que cette décision de passer la CAN de 2 à 4 ans, qui est une décision stratégique considérable à l'échelle de la CAF, n'ait pas fait l'objet d'un débat à l'Assemblée générale et d'un vote à l'Assemblée générale. Et Motsepe, semble-t-il, a fait une déclaration là, peut-être il y a 2 jours, en disant mais l'instance qui dirige la CAF, c'est le comité exécutif, c'est supérieur à l'Assemblée générale, etc. Donc peut-être Constant, qui connaît mieux les textes que moi, pourrait donner son avis, parce que je pense que c'est une des raisons pour lesquelles on n'entend personne parler, parce que même les présidents de fédération qui sont pas contents de cette décision, parce qu'il y en a qui sont pas contents, bien évidemment. Ils sont plus nombreux. N'osent pas dire, est-ce qu'on pourrait faire une AG, eux-mêmes ne savent pas là où la décision devrait être prise. Voilà, Philippe, merci pour cette question pertinente. Je pense que c'est la méconnaissance par Motsepe lui-même des statuts de la CAF. L'organe suprême de la CAF, c'est l'Assemblée générale. Le comité exécutif, il gère les affaires courantes, et même, selon les derniers statuts, c'est le secrétariat général de la CAF qui est devenu qui joue le rôle exécutif. Et donc, toute décision, c'est une décision liée à l'orientation des compétitions importantes, et la plus importante de la CAF, devait passer par l'Assemblée générale. Donc, lui, dans sa tête, et c'est là où j'ai dit, je m'excuse beaucoup, je l'ai toujours dit, Motsepe dirige la CAF, mais Motsepe n'est pas la CAF, Motsepe ignore les textes de la CAF. Il dirige souvent le voix, mais il ignore les textes de la CAF. Auquel cas, il ne peut pas dire que le comité exécutif est au-dessus de l'Assemblée générale. Parce que qui peut le faire, le comité exécutif? Qui peut le faire? Par le principe de l'acte contraire, c'est l'Assemblée générale. Je vous ai élu, je peux vous défaire. Lui, Motsepe, aujourd'hui, il suffit d'une motion de l'Assemblée générale, il tombe. Ça signifie que c'est de l'anarchie. Et comme lui, d'ailleurs, vous n'avez qu'à suivre, s'il va dans le comité exécutif, c'est le monologue. C'est le monologue. Nous, à notre départ, une réunion du comité exécutif ne peut pas prendre plus de 2 heures. Nous lui parlons à 4 heures et 2 ou 3 heures, il est tenté de parler. Et quand il est de la séance, c'est quoi que ce sont les décisions qui ont prises? C'est-à-dire, quand il s'est réuni avec Gianni, il vient imposer les décisions et personne ne peut parler. C'est ça, malheureusement, c'est une méconnaissance criante des textes de la CAF. Et c'est ce qui est dangereux. Parce que si, à ce niveau, on ne comprend pas les textes de la CAF, comment peut-on gérer à bon escient cette confédération? Alors, Patrick Mboma, quand vous regardez tout ça, ça donne le sentiment que finalement les footballeurs ne représentent rien dans cet environnement qui est le leur, qui est leur profession. Quelqu'un décide que vous ne jouerez plus que les 4 ans, et puis ça se passe, il ne se passe rien derrière. Mon sentiment déjà, c'est que j'ai joué à la bonne époque. Parce que l'infrastructure du Maroc, il y avait la richesse de cette ambiance, la richesse de ce bon vivre dans la compétition, et je pense qu'il n'y avait pas des affaires aussi. Là, j'ai eu un petit souci. On a vu ça, ouais. Il y avait des affaires aussi flagrantes qui étaient si mal jugées, négociées. Aujourd'hui, je suis juste surpris qu'effectivement Patrice Motsepe s'exprime, onde de choc, et puis derrière, des flagrations progressives, mais pas plus de réactions que ça. Moi, j'ai entendu dire, comme moi d'ailleurs, je l'ai dit, sauf que je n'ai pas un rôle, moi, au niveau des instances. Oui, mais on va pouvoir discuter de ça et peut-être qu'il reviendra sur sa décision.
Mais la décision a déjà été prise. Pas l'initiateur. Je pose la question, qui en sera l'initiateur? Quel est le pouvoir qu'il y aura pour discuter de cela et que ça a un impact? Parce qu'on peut aller sur tous les plateaux de télévision et de radio du monde que l'on veut. C'est pas la Vox Populi qui décidera du changement de cette décision. Philippe, ça veut dire que c'est mort. On a le sentiment aussi que, puisqu'on parle de politique, que les dirigeants africains qui sont tous passionnés du football, il n'y a qu'à voir l'engouement que cela suscite à chaque fois où leur pays remporte le trophée, mais qui sont des spectateurs aussi. À moins que Gianni Infantino ait réussi à les mettre aussi dans la poche. Oui, visiblement. Pour que l'Afrique vote à 54 voix sur 54 pour le même candidat aux élections de la FIFA, c'est qu'effectivement, il y a un contrôle inédit, j'ai jamais vu. On n'a jamais vu ça. Je vous rappelle que même quand Issa Hayatou s'est présenté contre Blatter à l'élection présidentielle de la FIFA, je crois que sur l'Afrique, ça avait été à peu près égal. Absolument. Ça avait été à peu près équivalent, peut-être même Blatter. Je me demande s'il n'avait pas eu un peu plus de voix légèrement qu'Hayatou. Ce qui veut dire qu'il y avait vraiment, à l'époque, débat et qu'on pouvait débattre. Aujourd'hui, visiblement, ça n'est même plus possible. Et même quand il y a des décisions qui sont contraires à l'intérêt de l'Afrique, finalement, ces dirigeants s'écrasent. On s'écrase et on dit rien. Et les pouvoirs politiques de même, puisque finalement, eux ont la main mise, très honnêtement. Je peux vous dire que sur les élections de la CAF, parfois, c'est le président de la République qui appelle le président de la Fédé en disant « Attention, il faut voter pour un tel ». Tout à fait. Ça existe. Non, c'est pas que ça existe, c'est la règle. C'est plutôt la règle. Pas la règle, mais enfin, en Afrique, quand vous les rencontrez, tous ces présidents de fédération, ils vous donnent leur candidat à eux, oui. mais ils vous donnent celui qu'on a choisi pour eux. Absolument. Et donc, je comme vous, je suis sidéré que du coup, à l'arrivée, on se retrouve avec 54 voix sur 54 pour Gianni Infantino. Et ça va être un enjeu, Constant va peut-être me confirmer, mais il me semble que Gianni va être en limite de mandat dans un moment qui est pas si lointain, et qu'une de ses ambitions prochaines, et c'est pour ça que l'Afrique est très importante pour lui, toujours, c'est qu'à 54 voix sont vitales, c'est que l'une des choses à faire très bientôt, ça va être une modification des statuts pour qu'il puisse continuer, Gianni. Un changement de constitution. Voilà. Ça ressemble à quelque chose auquel on assiste. On est habitué à ça. Ouais. Et la FIFA aussi. Décrit la plupart d'entre nous, mais sauf que ça se passe à la CAF et ça va très bien. Encore que ça risque de se passer aussi. Je vois le souvenir de Patrick, il connaît bien ça. Du déjà vu. Comment, Patrick? Du déjà vu, j'admets. Mais on rigole, mais c'est quand même assez grave. Vous avez le sentiment que c'est terminé, c'est oublié, plié, pesé et vendu? Que là, il va falloir comprendre qu'on passe à 4 ans? C'est terminé? Dieu le Père a décidé? Que ça l'est, mais j'espère qu'on pourra rétablir cela très vite. C'est-à-dire que les dirigeants qui sont aujourd'hui dirigeants ne le seront pas en théorie éternellement. Bon. Donc, il peut y avoir des changements, il peut y avoir des Africains qui se fâchent réellement. Vous savez comment sont ces discussions entre dirigeants, c'est un jeu de je te tiens, je te retiens par ici, par là. Et à un moment, il y a plus ce pouvoir, et peut-être que ça permettra de prendre les décisions dans le sens de l'Afrique. Parce qu'on a dit tout à l'heure, les déplacements de la CAN en hiver, en plus dans un hiver qui malheureusement a été plus rude que les dernières années. La Coupe du Monde des clubs ayant décidé d'intervenir à ce moment-là, on sait très bien que les Africains sont malheureusement souvent sacrifiés. Moi j'en ai marre en fait. Tout le monde en a marre, je crois. Et quand on en a marre, on va terminer là-dessus parce que le temps tourne vite. On va terminer là-dessus. Constant Omari, quand on en a marre, on fait quoi très concrètement là aujourd'hui? C'est enterré, on entérine le fait que ce sera dans 4 ans, ou bien vous avez une petite idée de ce que les Africains peuvent faire, une suggestion pour pouvoir arrêter cette ineptie? Si tu permets que je puisse répondre à la question d'abord que Philippe m'a posée, pour
clarifier exactement qu'est-ce qui justifierait cette influence de Gianni sur les politiques africaines. Vous savez, Gianni est un charmeur. Il est arrivé à convaincre la majorité des chefs d'État africains que l'aide que la FIFA accorde aux associations nationales est une libéralité que lui accorde. et je vous dis la vérité, je ne peux pas vous citer des noms. Il est arrivé à faire croire à tout le monde que l'aide, si aujourd'hui, telle confédération recevait $1 il pense que c'est à son bon vouloir. Ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, il a tellement développé des relations avec des chefs d'État africains qu'il est en mesure de dire aujourd'hui, chez vous, je pense que celui-là ne peut plus convenir. Mhm. Vous comprenez? Il faut préciser que cette aide-là n'est pas de son choix au départ. Non, c'est une aide qui est pour tous les pays. Pour tous les pays. Si la France, l'Allemagne ou autres font un projet finançable par la FIFA peut allouer jusqu'à $1,5 million par an à toutes les fédérations. Les 211 membres de la FIFA sont éligibles à ce Mais pour lui, c'est une libéralité de sa part qui dépend de son bon vouloir. Ce que les chefs d'État africains, eux aussi font, hein, c'est-à-dire que quand ils financent, quand ils acceptent le financement d'une route, généralement, c'est la route du président, quoi. Et donc, je disais, ils font croire aux chefs d'État que c'est son bon vouloir. À partir de ce moment-là, cette aide-là ne me plaît pas, mais je ne vous dirai pas. Qu'est-ce qu'il a fait comme bashing contre ma personne au niveau des autorités de mon pays? Il m'a traité de tous les noms. Mais je ne lui tiens pas rigueur, pas, je connais l'homme et son jeu. Vous comprenez? Maintenant, avec ça, il a affaibli complètement les fédérations. Aujourd'hui, combien de fédérations peuvent le faire? Il faudrait avoir des présidents de fédérations qui acceptent de se mouiller, pour monter au créneau et combattre cette idée de 2 à 4 ans. C'est-à-dire à travers l'Assemblée générale. Et les chefs des présidents de fédérations, il n'y a que eux aujourd'hui. Ils peuvent réagir. Lors d'une Assemblée générale, il faut une pétition pour amener le débat au niveau de l'Assemblée générale et de là voter contre cela. Je ne vois pas au comité exécutif instruction de guerre pour pouvoir changer. C'est la seule voie qui reste aujourd'hui. Il faut peut-être une dizaine, une quinzaine de présidents de fédération qui puissent se mettre d'accord, préparer un document bien argumenté et demander à ce que ce dossier, ce point, soit traité, soit plutôt placé à l'ordre du jour d'une assemblée générale. Et au cours de cette assemblée générale, la majorité se prononce, à ce moment, on va faire tomber. Mais dans le cas contraire, je ne vois pas par quel point. Mais là, vous êtes en train de nous dire en gros, et on va finir malheureusement là-dessus, que la cause est presque perdue. Si elle n'est déjà pas perdue. On prendra date à l'heure. C'est le constat que nous avons. Puisqu'il n'y a pas de remous, il n'y a personne qui soulève la résistance, personne qui amorce une résistance par rapport à cela. Parce que la résistance doit venir de l'extérieur. Bien sûr, nous de l'extérieur, nous allons continuer à faire des bruits, nous allons continuer à argumenter. Mais il faudrait que de l'intérieur, parce que l'extérieur n'agit pas directement. Par contre, l'extérieur peut influencer l'intérieur. Mais maintenant, de l'intérieur, il faut qu'il y ait un groupe de fédération qui accepte de se sacrifier pour cette cause. Dans le cas contraire, ça ne sera pas possible. Moi, je confirme le sentiment pessimiste de Constant et d'autres, à part vraiment, effectivement, des présidents de fédérations courageux. Il y en a pas beaucoup. Et j'en vois pas beaucoup qui s'opposent. Ça va être très difficile. Et je suis encore plus pessimiste que Patrick, parce que c'est le genre de choses sur lesquelles on ne revient jamais. Ne pas croire que, plus tard, on renégociera, puis finalement on refera une CAN tous les 2 ans. C'est même pas la peine de rêver à cela. Le calendrier est complètement obstrué. On ne cesse d'ajouter des compétitions et l'Afrique ne trouvera pas de date. Finalement, peut-être que la FIFA dira même vous voulez refaire une CAN tous les 2 ans? Quand vous voulez, mais ce sera pas une date FIFA. Donc débrouillez-vous, les joueurs ne viendront pas. On rétablira le CHAN du coup peut-être. En gros, une personne a recolonisé le football africain comme on avait colonisé l'Afrique. On craint que ça n'arrive aussi dans d'autres domaines, puisque de plus en plus on voit certains arriver et manifester un appétit vorace. Est-ce que les Africains, pour une fois, prendront leurs responsabilités pour défendre ce qui est important pour eux, pour défendre leurs intérêts, être suffisamment jaloux de leurs intérêts? On en parle dans une autre édition, puisque nous arrivons à la fin de ce Parlons Vrai consacré à la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations.
Merci, monsieur. Merci Merci. d'avoir accepté de participer à ce magazine. Et puis, bon vent. Et on reviendra parce qu'on va faire un follow-up pour voir ce qu'il en est exactement. On donnera les noms de ceux qui ont contribué et de ceux qui ont trahi. Je vous le promets. Hein, ce sera sans gêne, puisqu'ici, on n'a pas une administration au-dessus de nous dont on peut parler en toute liberté. Nous arrivons au terme de ce rendez-vous Parlons vrai qui nous montre encore à quel point la colonisation de l'Afrique est d'actualité et peut être faite avec une facilité déconcertante. Gardez l'œil ouvert parce que, comme disait Thomas Sankara, l'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Cet esclave répondra seul de son malheur s'il se fait des illusions sur la condescendance suspecte d'un maître qui prétend l'affranchir. Seule la lutte libère. À bon entendeur, salut. Nous, à vos médias, essayons de jouer modestement notre partition et vous invitons à nous rejoindre sur toutes nos plateformes en scannant le QR code qui s'affiche pour recevoir chaque jour nos contenus qui vous proposent le narratif africain sans complaisance, mais sans condescendance. À très vite. Merci.